Que se passe-t-il quand une caméra hollywoodienne tourne son objectif sur des événements réels si brutaux, si révélateurs que les gens au pouvoir se précipitent pour verrouiller la porte de la salle de projection? Imagine un directeur de studio accroché à son téléphone alors que des gouverneurs menacent d'engager des poursuites, un producteur répondant à des appels nocturnes du FBI, ou une soirée des Oscars qui devient silencieuse quand quelqu'un chuchote « Nous venons d'être interdits dans 5 États ». Entre les années silencieuses 1910 et les débuts sismiques des années 1970, la période que beaucoup d'historiens saluent encore comme l'âge d'or de Tinseltown, des dizaines de films basés sur des faits réels ont été étouffés, réduits ou discrètement mis de côté parce qu'ils perçaient les mythes patriotiques, exposaient la cupidité des entreprises ou osaient montrer le coût humain de la guerre et des préjugés. Aujourd'hui, nous ouvrons ce coffre-fort pour mettre en lumière 13 films basés sur des histoires vraies qui ont été interdits ou fortement censurés, que Hollywood souhaiterait ne jamais avoir muselés. Faisons tourner les bobines qu'ils ont essayé d'enterrer. Bonnie and Clyde, 1967. L'opéra populaire criblé de balles d'Arthur Penn s'accroche si étroitement au dossier du FBI et aux photos jaunies de journaux qu'il ressemble moins à une fiction qu'à une confession de crime réel. Warren Beatty, obsédé par l'authenticité, a affrété un avion pour Dallas afin de parcourir les pièces du palais de justice du comté, le Cold Detective Special de Bonnie, les chaussettes tachées de sang de Clyde, tandis que Faye Dunaway s'exerçait à l'écriture de Bonnie jusqu'à pouvoir rédiger des lettres de rançon dans l'écriture cursive des hors-la-loi. Le style vérité du film a terrifié les exploitants du Sud, qui l'ont qualifié d'incitation à l'anarchie et ont refusé de le programmer au Texas, en Louisiane et en Oklahoma. En Nouvelle-Zélande, les censeurs ont supprimé chaque tir de fusil à pompe. Au Canada, le Conseil de l'Ontario a exigé des coupes dans les dialogues qui impliquaient que les pauvres pourraient se révolter. La célèbre embuscade finale de Penn, filmée à 1000 images par seconde pour refléter le rapport du coroner qui a trouvé 52 blessures par balle chez les amoureux, a déchiré le code de production mourant et ouvert le système de classification américain. Mais le véritable choc résidait dans la politique du film. Frank Hammer, le Texas Ranger qui a tué le gang Barrow, est présenté comme un bras vengeur d'un État qui refuse de guérir sa propre dépression. Les spectateurs ruraux reconnaissaient leur pauvreté dans chaque champ de maïs couvert de poussière. Les étudiants voyèrent le Vietnam et la duplicité du gouvernement. Les critiques ont d'abord rejeté la violence, puis sont revenus des semaines plus tard pour la déclarer révolutionnaire. Bosley Crowther a perdu sa chronique au New York Times pour avoir refusé de changer d'avis. À la fin de l'année, Bonnie and Clyde avait quadruplé son budget, obtenu 10 nominations aux Oscars et appris à Hollywood que l'ambiguïté morale se vend. Chaque anti-héros moderne, de Henry Hill chez Scorsese au Joker de Todd Phillips, porte les résidus de poudre à canon des amants autrefois interdits de Penn qui ont prouvé qu'un film pouvait être à la fois une balade et une bombe. Citizen Kane, 1941. Lorsque Orson Welles, âgé de 25 ans, est entré chez RKO avec un scénario intitulé American, les dirigeants n'ont vu que des poursuites potentielles pour diffamation. Le scénario pillait les mémos de William Randolph Hearst mot pour mot, citant même le surnom méprisant du magnate pour ses lecteurs, The Great Unwashed. Hearst riposta avec toutes les armes. Ses journaux interdisèrent les publicités, les éditeurs de radio coupèrent les émissions Mercury de Wells en plein milieu de phrases, et la chroniqueuse Luella Parsons menaçait de révéler des scandales hollywoodiens si les studios offraient des espaces de réservation. Les banquiers de RKO ont supplié Wells de brûler les négatifs. Un administrateur de RKO aurait proposé une offre en espèces de 800 000 $ pour faire exactement cela. Wells a refusé, faisant passer la copie dans des cinémas indépendants qui programmaient des séances de minuit afin que les projectionnistes syndiqués puissent prétendre ignorer. La suppression a brièvement fonctionné. Kane a rapporté seulement 161 000 $ lors de sa première diffusion, mais des projections clandestines sur les campus universitaires sont devenues légendaires. Après la mort de Hearst en 1951, RKO a ressorti le film. Les critiques ont découvert que sa photographie en profondeur de champ et ses chronologies fracturées étaient en avance de plusieurs décennies sur leur temps. Ironiquement, la campagne de Hearst a élevé Kane au statut mythique. Le film est devenu un raccourci pour la liberté artistique intimidée par le pouvoir. Même aujourd'hui, les professeurs de journalisme le diffusent non seulement pour son génie formel, mais aussi pour son analyse approfondie des monopoles médiatiques. Qu'il ait remporté un seul Oscar pour le meilleur scénario tout en perdant le film, le réalisateur, l'acteur et le montage reste une note de bas de page avertissante sur la manière dont l'influence déforme les récompenses et comment l'histoire finit par rectifier le tir. Scarface, 1932. Aucun film de gangster d'Hollywood n'avait jamais suinté de vrai sang jusqu'à ce que le producteur Howard Hughes ordonne au réalisateur Howard Hawks de filmer les gros titres. Le scénariste Ben Hecht a puisé dans les transcriptions des tribunaux du procès d'Al Capone en 1929, reprenant des échanges entiers lorsque Tony Camonte bafouille « Je suis pas un enfant de cœur ».
Le garçon, la sténographe de Capone, aurait juré que c'était le témoignage de mardi. Le bureau Hayes s'est rétracté, exigeant des conférences civiques et une nouvelle fin où Camonte se rendait docilement. Hughes a filmé la fin, puis l'a enfermé dans un coffre-fort, pressant des copies illégales de la version brutalement violente en 35 mm pour des circuits clandestins de Chicago à la Havane. Les raids de la police n'ont fait qu'intensifier la demande. Les fraternités universitaires faisaient passer des bobines dans des boîtes à chapeaux, vendant des billets au prix d'un whisky de contrebande. Le bureau de censure de New York a refusé une licence, mais le Lafayette Theatre de Harlem l'a projeté de toute façon, déclenchant un procès précoce pour la liberté d'expression que la ville a discrètement réglé. Capone, flatté, organisa une projection privée à Miami. Une photo du gangster riant dans l'obscurité, fuitée, fit la une de Variety, renforçant la légende du film. Quand une version expurgée atteignit enfin les écrans légitimes, les fans connaissaient déjà par cœur la version interdite. Hughes avait prouvé que la censure peut être un jujitsu. Tordez l'interdiction, et l'interdiction devient le panneau publicitaire. Scarface n'a pas seulement influencé les futurs drames criminels, il a appris aux dirigeants de studio que la controverse génère de l'or au box-office. Une leçon réapprise chaque fois qu'un blockbuster moderne provoque un scandale pour une publicité gratuite. Le banni, 1943. L'obsession d'Howard Hughes pour l'authenticité a commencé dans les archives poussiéreuses du Nouveau-Mexique, où il a déterré des déclarations sous serment de rancher du comté de Lincoln, alléguant que des adjoints vendeurs des alibis à toute épreuve aux voleurs de bétail. Le scénariste Jules Furtman a intégré ces témoignages dans le dialogue, tandis que Hughes gérait de près la garde-robe de Jane Russell, insistant pour que le décolleté reflète une gravure de roman à 10 sous d'une danseuse de saloon qui aurait soigné Billy the Kid. Le bureau du code de production de Joseph Breen a explosé, émettant 35 notes allant de réduire la proéminence des seins à retirer l'insinuation de shérif corrompu. Hughes contre-attaque en retirant le film, alimentant les potins à la radio avec des rumeurs d'une interdiction totale par l'Église qu'il a secrètement fabriquée. Il a ensuite engagé des avions pour écrire dans le ciel « Interdit à Boston, au-dessus de la jetée de Santa Monica ». Le Los Angeles Times a publié des photos et la demande a grimpé. Les diocèses catholiques de Chicago et de Philadelphie ont formé des jurys de prévisualisation, retardant la sortie jusqu'en 1946. Mais à ce moment-là, le scandale avait dépassé le film. Caché parmi la publicité se trouvait un western rare qui, contrairement aux contemporains aseptisés, condamnait les hommes de loi de la frontière comme profiteurs, une position validée des décennies plus tard par des historiens universitaires. La cascade de Hughes a démontré le talon d'Achille de la censure. L'indignation morale suscite la curiosité, et la curiosité vend plus de billets que n'importe quelle publicité dans un journal. Les Diables, 1971. Ken Russell aborda Les Diables de Lou Dern d'Aldous Huxley avec un zèle d'historien, envoyant des chercheurs explorer les archives diocésaines françaises pour des inventaires de torture et des factures d'exorcisme. Il a recréé les fosses de peste de Loudun du XVIIe siècle en utilisant des croquis médico-légaux, puis a choisi Vanessa Redgrave pour le rôle de sœur Jeanne après avoir découvert une lettre où la véritable religieuse suppliait de voir Grandier privé de sainteté. Le BBFC britannique a exigé 36 coupures. Le viol du Christ par une nonne, le fémur carbonisé d'un prêtre utilisé comme relique phallique, la langue rôtie de Grandier. Russell a réticemment coupé 8 secondes, mais le négatif non coupé a été passé en contrebande à Paris pour un festival clandestin, une projection qui s'est terminée par une menace de bombe. Horrifiés, Warner Brothers ont verrouillé l'intégralité de la copie pour la distribution aux États-Unis, instruisant discrètement les monteurs de garder la clé séparée du coffre. Pourtant, chaque image provenait de registres paroissiaux et de dépositions de témoins oculaires. Rien n'a été inventé. Lorsque des universitaires ont projeté une copie récupérée en 2011, ils ont confirmé que les pires outrages de Russell étaient des indications scéniques littérales tirées des carnets de procès. La suppression protégeait ainsi non pas l'art mais l'histoire, et ce faisant, soulignait la culpabilité archivistique de l'Église. Le film fait maintenant le tour des universités comme preuve que les sources primaires peuvent être plus incendiaires que n'importe quelle fiction. À l'Ouest, rien de nouveau. 1930. Universal n'a épargné aucune dépense pour honorer le roman d'Eric Maria Remarque. Le décorateur Charles D. Hall a fait venir des ingénieurs français traumatisés par la guerre pour cartographier les systèmes de tranchées avec précision jusqu'au trou de rats. Les vétérans ont formé les figurants sur l'odeur de la boue après des explosions de gros explosifs. À la première à Berlin, des agitateurs nazis ont lâché des souris blanches et crié « Judenfilm » jusqu'à l'arrêt du projecteur. En moins d'une semaine, le gouvernement interdit le film pour dénigrer la valeur allemande, et Goebbels se vanta d'avoir étouffé le défaitisme. Ce que Goebbels craignait, ce n'était pas seulement le pacifisme, mais l'honnêteté forensique du film. Gros plans sur des moignons amputés, des commotions d'artillerie qui faisaient taire les dialogues.
Allemand, les théâtres allemands cachaient des bobines pirates dans des tonneaux de bière. Des projections à Cologne, les brasseries attiraient des foules debout tandis que la police détournait le regard. À Hollywood, les isolationnistes faisaient pression pour bloquer l'exportation du film, affirmant qu'il sapait la préparation américaine. Mais Universal refusa. En 1952, l'Allemagne de l'Ouest approuva enfin la version intégrale. Les anciens combattants pleurèrent, reconnaissant leur champ de tranchées et la partition atténuée. Trompette. Le chemin du film, de propagande défaitiste, interdite à l'inscription au registre mémoire du monde de l'UNESCO, prouve qu'un État peut interdire une bobine, mais il ne peut pas interdire les souvenirs de ceux qui l'ont vécu. Les Sentiers de la Gloire, 1957. Stanley Kubrick avait à peine 30 ans lorsqu'il a convaincu United Artists de financer un drame sur la Première Guerre mondiale qui remplaçait les trompettes patriotiques par les hurlements du marteau du tribunal militaire. Lui et le co-scénariste Calder Willingham ont exploré les archives militaires françaises pour la décimation de la Somme de 1915. Fichier, découvrant des échanges verbatims dans lesquels des généraux condamnaient leurs propres hommes pour avoir échoué à saisir une mission impossible. Objectif. Ces transcriptions marchent presque inchangées dans le scénario, ce qui est pourquoi les généraux français ont éclaté lorsque les résumés avancés ont atteint Paris. Le ministère de la Défense a qualifié le film de anti-armée, et le gouvernement a discrètement menacé de tarifs douaniers tout distributeur qui oserait le toucher. L'interdiction s'est répandue. Les bases de l'OTAN ont reçu des ordres permanents de ne pas projeter les bobines. La Suisse neutre, craignant des répercussions diplomatiques, a refusé les réservations. En Allemagne de l'Ouest, le film n'a été projeté que dans de petites salles paroissiales anglicanes, sous prétexte d'instruction morale. Kirk Douglas, déjà une grande vedette, a accepté le rôle du colonel Dax seulement après avoir exigé la preuve que les événements étaient authentiques. Kubrick lui a remis des copies carbone des procès-verbaux du tribunal dans lesquels des soldats terrifiés imploraient non pas la clémence, mais une juste évaluation. Douglas appela plus tard ces pages « les documents les plus effrayants que j'ai jamais lus ». Lorsque le film est finalement sorti dans les cinémas français en 1975, après la mort de De Gaulle et en plein questionnement sur l'Algérie et l'Indochine, les critiques ont noté sa pertinence troublante. Les supérieurs reportent la faute vers le bas, les impuissants meurent, et l'institution compte le carnage comme honneur. Aujourd'hui, le film est projeté aux cadets de l'Académie de Saint-Cyr en France comme une parabole avertissante sur les ordres contraires à l'éthique. Un retournement presque comique, étant donné que les mêmes officiers avaient juré que la pellicule ne toucherait jamais le sol français. Les plans de suivi glacés de Kubrick à travers les tranchées détrempées de boue restent parmi les images les plus imitées du cinéma. Mais l'héritage plus profond du film est le précédent, qui a documenté que l'injustice militaire, peu importe son ancienneté, ne peut être définitivement mis en quarantaine. Enterrer les preuves, et un artiste peut les ressusciter, image par image. Le sel de la terre, 1954. Aucune production hollywoodienne avant ou après n'a été réalisée sous un tel feu littéral. Le réalisateur Herbert Biberman, l'un des Hollywood, Dix avait déjà purgé une peine de prison pour outrage au Congrès lorsqu'il entreprit de dramatiser la grève des mineurs de zinc de l'Empire au Nouveau-Mexique. Interdit des équipes syndicales et des plateaux de studio, il assembla une équipe réduite de directeurs de la photographie sur liste noire, puis confia les rôles principaux aux mêmes hommes et femmes toujours en grève. Ligne. Les dialogues du scénario ont été repris du témoignage du National Labor Relations Board, les mineurs se battant pour le droit de laver la poussière de plomb de notre peau avant que nous, manger, les épouses revendiquant une voix à la table des négociations. Dès le premier jour, des vigiles tiraient des coups de fusil au-dessus des extérieurs nocturnes, obligeant les acteurs à se cacher derrière des wagons de minerais. Le shérif du comté a révoqué les permis de tournage. L'INS a arrêté l'actrice mexicaine Rosaura Revueltas en cours de tournage, la renvoyant de l'autre côté de la frontière. Les journaux professionnels ont déclaré que le projet était une agitation communiste. Mais la plus grande menace, selon les chefs de studio, était l'authenticité. Le film montrait des femmes chicaneaux occupant la ligne de piquetage, lorsqu'une injonction interdisait à leur mari de le faire, une stratégie légale aussi radicale qu'un manifeste. À sa sortie, l'American Legion a averti les propriétaires de salles de cinéma des boycotts. Seuls 13 lieux à travers le pays ont bravé les représailles. Cependant, des copies en 16 mm se sont glissées dans les salles syndicales et les sous-sols d'églises où les militants projetaient des bobines abîmées sur des lits. Feuille. En 1967, Dolores Huerta et César Chavez citèrent le film lors des rassemblements des United Farm Workers. À l'ère du mouvement de libération des femmes, les chercheurs l'ont salué comme le premier long-métrage américain à placer une épouse de la classe ouvrière interraciale au centre de la narration. Aujourd'hui, la Bibliothèque du Congrès conserve Salt of the Earth en tant que titre du registre national des films, la preuve que le témoignage populaire, une fois capturé sur celluloïd, peut survivre à toutes les listes noires et toutes les balles. Sa survie rappelle à Hollywood une vérité qu'il trouve toujours inconfortable. Parfois,
les personnes qui vivent l'histoire sont mieux sains raconteurs que n'importe quelle star du studio. Je suis un évadé d'un gang de chaîne. 1932. Robert E. Burns s'est échappé d'un bagne de Géorgie en 1922 avec le ventre plein de poussière de carrière et un carnet rempli de détails, des gardiens vendant des condamnés à des fermes locales, des coffres de confinement plus chauds que le soleil d'août, des fers qui écorchaient de la chair jusqu'à l'os. Une décennie plus tard, il a vendu ses mémoires à Warner Brothers, promettant d'exposer le système qui avait brisé des hommes pour de petits larcins. Le réalisateur Mervyn LeRoy a engagé Burns en tant que consultant non crédité, le fugitive coach Paul Muni, pour marcher exactement comme le faisaient les prisonniers après 14 heures à manier des pioches. Les responsables de Géorgie ont du vent de l'affaire et ont intenté un procès pour diffamation avant même que les caméras ne tournent, avertissant le roi que mettre les pieds dans l'État signifiait arrestation. Lorsque le film a été présenté en première, les législateurs l'ont qualifié d'insulte à la justice du Sud et l'ont interdit à l'intérieur des frontières de l'État. Les shérifs ont menacé de saisir toute copie qui franchirait leurs frontières. Les spectateurs nationaux, habitués aux mélodrames carcéraux aseptisés, ont été horrifiés à la vue des détenus enchaînés, du cou à la cheville, nourris de bouillie, servis à la louche depuis des poubelles. Les pages éditoriales ont explosé, demandant des enquêtes au Congrès. La Géorgie a redoublé d'efforts, publiant des communiqués de presse affirmant que le film exagérait les faits. Pourtant, d'anciens détenus ont écrit des lettres aux journaux confirmant chaque coup de fouet. En 3 ans, la législature a discrètement réduit les peines de travaux forcés. En 10, la pratique avait presque disparu. La scène finale du film, Muni fondant dans l'obscurité en répondant « Je vole », lorsqu'on lui demande comment il survit, est devenue un écho culturel instantané, cité par tout le monde de Woody Guthrie à Malcolm X. Les censeurs d'Hollywood ont essayé d'adoucir la fin. LeRoy a refusé, arguant que l'ambiguïté reflétait la réalité. Les fugitifs vivent dans l'ombre et une nation qui les a créés doit aussi affronter cette ombre. En 2025, les activistes de la réforme pénitentiaire diffusent encore le film pour illustrer comment une œuvre d'art, fondée sur des témoignages directs, peut forcer un État à réécrire son code pénal. Que la lumière soit 1946. Commandé par le corps des transmissions de l'armée américaine, John Huston envisageait un simple film d'entraînement sur les soins psychiatriques pour vétérans. Ce qu'il a livré était un portrait bouleversant de 58 minutes de mains tremblantes, de flashbacks déclenchés et de larmes en thérapie de groupe, filmées sans narration, seulement avec les voix hésitantes des soldats eux-mêmes. Huston a filmé à l'hôpital général de Mason sur Long Island, obtenant le consentement des patients qui espéraient que leur lutte pourrait aider des camarades encore à l'étranger. Les officiers de l'armée s'attendaient à une démonstration nette de la fatigue due au combat, soignée par des médecins bienveillants. Au lieu de cela, ils ont vu de jeunes hommes sangloter lorsque des feux d'artifice explosaient dehors ou rester catatoniques devant des arbres en carton utilisés pour la reconstitution de traumatismes. Les généraux ont craint que les images ne sapent les campagnes de recrutement et ont apposé un tampon top secret sur chaque bobine. Même une avant-première prévue au Museum of Modern Art a été annulée. La copie a disparu dans un coffre-fort à Fort Monmouth. Pendant 35 ans, Let There Be Light n'a survécu que comme rumeur, dans des images pirates et des journaux psychiatriques. Une copie granuleuse de 16 mm a été projetée lors d'une conférence de vétérans des années 50 avant que le projecteur ne soit confisqué. Huston, furieux, compara la suppression à brûler des manuels médicaux. En 1981, après de multiples requêtes de la liberté d'information, l'armée céda enfin. Les critiques saluèrent le film comme un chef-d'œuvre. Les professionnels de la santé mentale l'adoptèrent comme preuve que le traumatisme n'est ni de la lâcheté, ni un défaut moral, mais une blessure de guerre. Les segments d'aujourd'hui, diffusés lors des formations de l'administration des vétérans et dans les documentaires modernes sur le syndrome de stress post-traumatique, remontent leur style cinéma-vérité au négatif interdit de Huston. La tentative de l'armée de protéger son image a ironiquement doté le film d'une autorité morale qu'aucune publicité de recrutement ne pourrait égaler. La vérité sortie de la bouche des soldats eux-mêmes, enfin, sans censure. Les confessions d'un espion nazi, 1939. En 1938, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a remis à Warner Brothers une mine de dossiers d'espionnage sur le Bund germano-américain, espérant qu'un thriller réveillerait un public isolationniste. Le directeur du studio, Jack Warner, a mordu à l'hameçon et a redoublé d'efforts, engageant le scénariste émigré Milton Kersnar pour tisser des affidavits dans une histoire où le G-Man d'Edward G. Robinson démantèle une cellule de 5e colonne de Brooklyn à Berlin. La réponse de Berlin a été rapide.
Le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, a menacé d'interdire tous les produits Warner en Allemagne, le Japon et 18 gouvernements d'Amérique latine ont fait écho à l'embargo. Des sénateurs isolationnistes ont accusé le studio de bellicisme, tandis que des cinémas détenus par des Allemands dans le Midwest ont annulé des réservations sous la pression consulaire. L'équipe juridique de Warner a exhorté les cinémas à omettre le « basé sur le slogan des dossiers du FBI ». Mais cela n'a fait qu'attiser la curiosité. Dans les rares salles où il a été projeté, les ouvreurs ont rapporté que le public saluait l'écran pendant le discours final de Robinson au tribunal. Des acteurs ont refusé des rôles, craignant pour des proches encore en Europe. Robinson lui-même a reçu des menaces de mort. Pourtant, la prescience du film est devenue indéniable le 7 décembre 1941, lorsque Pearl Harbor a prouvé que des agents étrangers pouvaient en effet infiltrer l'Amérique. Des émissions ont rediffusé des répliques du scénario comme preuve que Hollywood avait tiré la sonnette d'alarme tandis que le Congrès tergiversait. À la fin de la guerre, l'Office of War Information a distribué le film aux territoires libérés comme un manuel sur les tactiques de propagande nazie. Ce qui avait commencé comme un pari audacieux pour le studio est devenu un artefact historique. Le premier grand film américain a désigné Hitler comme une menace, et une étude de cas sur la façon dont l'industrie, le gouvernement et la conscience peuvent brièvement s'unir contre la tyrannie malgré les censeurs murmurant aux portes. Ils ne l'oublieront pas. 1937. Le réalisateur Mervyn LeRoy a lu les reportages du journaliste C.P. Cobble sur le lynchage de Leo Frank en 1913 et a décidé que le plus laid secret bien connu du Sud avait besoin de l'éclat d'une lampe à arc. Le scénario reprend des passages entiers des tirades des journaux d'Atlanta. Un procureur démagogue crachant « Nous apprendrons aux étrangers à rester à leur place ». Une foule masquée scandant devant une prison. Tournant en Californie, LeRoy a habillé des figurants avec de véritables robes du clan empruntées à une maison de décor qui avait fourni naissance d'une nation 2 décennies plus tôt, une inversion qui n'est pas passée inaperçue au sud de la ligne Mason-Dixon. Le comité de censure d'Atlanta a interdit le film de manière préventive. Les gouverneurs en Alabama, Mississippi et Louisiane ont suivi, invoquant la crainte d'agitation raciale. Le chroniqueur Walter Winchell a averti LeRoy que des rumeurs circulaient, selon lesquelles des membres du clan étaient à la recherche de copies du scénario. Warner Brothers a stocké les négatifs dans un entrepôt du New Jersey sous garde armée. Pourtant, les publics du Nord ont accueilli le film, et des débats ont éclaté à Chicago, Boston et New York sur les préjugés alimentés par les médias. Lana Turner, dans son rôle révélateur de l'écolière assassinée, est devenue une icône de l'affiche. Mais la campagne de réédition du studio, en 1957, a rencontré les mêmes interdictions dans le Sud profond, preuve que les blessures persistaient. Ouvert. Les chercheurs d'aujourd'hui projettent They Won't Forget aux côtés de films d'actualité contemporains pour montrer comment le cinéma peut dénoncer le sensationnalisme des journaux et l'opportunisme politique en temps réel. Le titre lui-même est devenu un tragique prophétie. Plus les censeurs tentaient d'enterrer l'histoire, plus son écho persistait. Un rappel spectre qu'une injustice ignorée revisitera le corps politique comme un fantôme agité. Le Miracle, sortie américaine de 1950. À l'origine, la moitié du diptyque italien de 1948 de Roberto Rossellini, L'amour, le miracle suit une bergère naïve qui, après l'agression d'un voyageur ivre, croit porter l'enfant Jésus. Rossellini a basé le scénario sur une affaire judiciaire italienne du XIXe siècle dans laquelle un village a défendu une naissance virginale similaire contre l'Église. Enquête. Lorsque le distributeur américain Joseph Burstein a associé le court-métrage à d'autres vignettes sous le titre Ways of Love, la Catholic Legion of Decency de New York a crié au scandale, sacrilège, et a convaincu l'État de révoquer sa licence d'exposition. Burstein a intenté un procès, déclenchant Joseph Burstein et Gévaudan. Wilson, la première confrontation à la Cour suprême pour défendre que les films méritent une pleine protection du premier amendement. Lors des audiences de 1951, des théologiens ont témoigné que Rossellini n'a ni raillé la foi ni inventé l'histoire. Il a simplement dramatisé des faits documentés. Superstition. La décision du tribunal de 1952 a renversé des décennies de précédents en matière de censure, déclarant que les idées sur film ont autant droit à la protection de la liberté d'expression que les presses. La victoire, cependant, fut douce amère. Les théâtres diocésains refusaient toujours les réservations, et certains États conservaient des commissions sur le blasphème pour des années. Pourtant, la décision a vidé l'autorité du code de production d'Hollywood. En moins de 10 ans, le bureau même qui avait étouffé les importations étrangères s'est retrouvé impuissant à empêcher la douche de Psychose ou le décolleté de Cléopâtre. The Miracle reste un joyau rarement projeté, mais son ombre légale plane sur chaque image provocante publiée. Depuis lors, chaque fois qu'un cinéaste appuie sur des boutons doctrinaux, il le fait sous la protection forgée par un humble conte de 40 minutes de délire,
de foi et de l'espace périlleux dans entre 13 bobines, 13 affrontements, aucun mené avec des balles, tous menés avec des montages, procès et menaces en coulisses. Pourtant, chaque interdiction a fini par craquer, chaque négatif a refait surface, et chaque film résonne désormais plus fort parce que quelqu'un a un jour tenté de l'étouffer. La prochaine fois que vous entendrez qu'une nouvelle sortie est trop dangereuse pour le public, souvenez-vous de ce titre. Preuve que réduire au silence l'art ne fait qu'aiguiser ses dents. L'histoire montre que plus une vérité est réprimée, plus violemment elle éclate lorsque les lumières s'éteignent et que le projecteur se met en marche.